très malheureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true god? He's dead. They call him Silence, because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HotSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour et bienvenue. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Michel. Ah, le 7e Antiquaire, édition Noël. Édition spéciale. Bonjour à tous les auditeurs. Vous écoutez le 7e Antiquaire sur les ondes de Choc FM. Aujourd'hui, un peu une aparté à notre concept originel de la découverte du cinéma. Aujourd'hui, on va faire en 1 heure le plus possible un condensé du cinéma de Noël. Bon, comme ça, là, ça a l'air plate, on en conviendra, mais vous avez aucune idée de où cette émission-là s'en va. On ne badine pas avec le cinéma de Noël. C'est un sujet très, très sérieux qu'on va traiter avec un respect sans borne. D'ailleurs, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un expert en résidence, M. Francis Ouellette, à l'instant. C'est pas moi l'expert en résidence. En fait, l'expert en résidence, c'est ma douce moitié, une charmante dame du nom de Julie Fontaine, n'est-ce pas, qui est une femme qui a un syndrome absolument charmant. C'est Noël à tous les jours pour elle. Non pas que le plaisir de Noël existe quotidiennement, mais purement et simplement que pour elle, l'énergie de Noël, le sacré de Noël, la beauté de Noël, dès que tu jammes quelque chose d'en face qui fait référence à Noël, ça a une réaction de joie. Donc je me dis, on va faire une émission pour elle, mais on va essayer en plus, pour tous les gens qui connaissent un petit peu leur cinéma de Noël, on va essayer d'aller dans des zones traiter de films de Noël que vous ne connaissez pas ou de vous parler de films de Noël et d'une perspective de ces films-là que vous ne vous imaginiez pas. Parce que c'était évident qu'on n'était pas pour prendre un concept si banal et le faire banalement. Oui. Cette émission ici aujourd'hui, comme Francis l'a bien dit, elle est pour Julie. On espère que tout le monde va s'amuser, que la chaleur du temps des fêtes envahira votre cœur. J'espère tout particulièrement que tu vas avoir du fun à écouter l'émission, Julie. Moi, j'ai du fun, déjà. Donc, bon. Continuons ça. En fait, c'est 3 concepts, si je comprends bien. Oui. On veut tous les 3 en parler. On veut tous les 2 parler de 3 films, précisément. Les chiffres. On veut parler de 3 films séparément chacun. On va essayer de trouver 3 films qui représentent à merveille une dimension du cinéma de Noël. Donc, un film quel est, à notre avis, le film. Le plus grand classique de Noël, selon nous, selon notre perspective tout à fait subjective. Personnel, c'est pas à être l'important et plus gros film consensus et tout, là. Non, c'est selon notre opinion. Exactement, subjective. parce que moi, je suis un peu insécure par rapport au... Il n'y a aucun problème, t'as pas à l'être, Jean-Michel. Tu vas cliquer some major asses. Toujours est-il qu'ensuite, on va traiter d'un film qui a comme contexte la période du temps des fêtes, mais qui n'est pas proprement parlé un film de Noël, qui est, à notre avis, le plus intéressant. Et on va terminer sur... le film le plus substantifique et le plus important sur la période du temps des fêtes, mais personne ne le sait. Ah, et ça aussi, ça devrait être excessivement intéressant. Ça sera notre 2e volet, n'est-ce pas? Tout est Noël aujourd'hui. Il y a du petit Noël et vous allez voir de la musique de Noël. Nous appellerons ça, comme vous le dites à votre autre émission, Jean-Michel, un panel de Noël. Un panel de Noël? C'est génial. Donc, c'est à peu près aussi bon qu'un panier, en fait. On donne ça. Ben, on commence. Hey, allons-y, mon cher Jean-Michel. On va essayer d'éviter, évidemment, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'éviter les classiques consensuels de Noël. Non pas qu'on n'aime pas ces films-là, mais c'est parce qu'ils sont connus. C'est ça, il faut leur donner une mention. Oui, généralement, on considère que le Citizen Kane, des films de Noël, le plus important, bien que ma spécialiste de copine ne soit pas d'accord avec ça, c'est It's a Wonderful Life. Ah oui, bon, de Monsieur Capra, n'est-ce pas? Bon, c'est un film qui a comme contexte la période du temps des fêtes, mais il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de lutin, il n'y a pas de féerie, vraiment. C'est un film qui est assez social, dans sa perspective. Oui. Moi, je trouve que c'est le To Kill a Mockingbird des films de Noël plus que le Citizen Kane. Oui, effectivement. C'est très vrai. Mais est-ce qu'on va parler du Citizen Kane? Est-ce qu'on parle de notre Citizen Kane?
Oui, on peut parler on va en parler tout de suite. En fait, on s'en va là, mais on parlera pas de It's a Wonderful Life, on parlera pas de Miracle on 34th Street, les 3, on parlera pas de Scrooge, les 6, on parlera pas de on parlera pas de A Christmas Story, qui est à la vie, je pense qu'à la vie de ma copine et à la vie de tous ceux qui aiment bien les films de Noël, Christmas Story, qui est un film des années 80, est considéré comme vraiment le meilleur film de Noël. C'est à propos du petit garçon blond avec des lunettes qui veut pour Noël un BB gun, une carbine à plomb. Personnellement, c'était bon ça. Personnellement, en fait, oui, de mon intime, mais bon, personnellement, moi, je dirais Christmas Story, c'est mon Citizen Kane. Christmas Story, c'est ton Citizen Kane. Intéressant. Ça serait celui qui est apprécié et compris par autant son effort que la réussite de créer une ambiance et de l'érudit Je suis d'accord. Non, Christmas Story, je suis d'accord. Ouais, c'est parce que c'est important de considérer que, oui, on pense qu'un grand film de Noël doit faire l'exaltation des valeurs de Noël, doit aussi posséder le charme esthétique d'un film de Noël, avec évidemment les symboles qui vont avec, le Père Noël, les lutins, la neige, tout ce qui va. Mais on pense aussi qu'un film de Noël, ça doit d'être intrinsèquement aussi, occasionnellement, un grand film qui peut se regarder avec le même plaisir toute l'année, mais avec un plaisir d'autant plus exalté quand c'est écouté durant le temps des fêtes. Oui, effectivement. Donc, toi, le tien, donc, mon cher ami, c'est ça, c'est A Christmas Story. Christmas Story, en fait, je dirais que c'est celui qui est capable de prendre la grande position. Mm-hmm. Le mien, à moi... Là, donc, il occupe tous les créneaux, selon toi, du meilleur film de Noël. Esthétiquement parlant, dans son charme cinématographique, mais aussi dans les valeurs exaltées de la période du temps des fêtes. S'il faut en sortir un et lui donner, parce que je les aime tous, non, c'est comme des enfants, on les aime. Non, en fait, s'il faut donner une position numéro 1, pour moi, c'est Christmas Story. Je trouve ça intéressant parce que moi, c'est un film que j'ai découvert très tard. Okay. Je l'ai découvert essentiellement il y a 2 ans. Avec son impression DVD, probablement. Oui, tout à fait. Puis c'était le film de Noël dont j'avais jamais entendu parler. Tout le monde le connaissait. Moi, je le connaissais pas. Et là, mais ma foi, c'est un film hyper touchant, mais c'est un film très touchant dans sa naïveté aussi, dans sa simplicité. Je vais t'avouer que probablement une des choses qui fait en sorte qu'il me plaît et qui plaît en général, c'est que il est pas canvassé. C'est un film qui a quand même ses étrangetés, qui a quand même ses tournures de comportement durant le film. Et moi, vous le savez bien, c'est ce qui me plaît. Ça te plaît beaucoup, oui. Ouais. En plus, il y a la spontanéité du regard de l'enfance qui est bien recréée dans ce film-là, de la magie de Noël, dans son, écoute, dans ce que ça a aussi dans son mystère, OK? Ça, c'est un des sujets qu'on va aborder en parlant du cinéma. C'est que quand on se penche 5 secondes, là, à Noël, OK? Au-delà de toute la perspective commerciale, la fête religieuse, le Père Noël, c'est un mythe qui a tout pour fonctionner à l'écran. Oui, qui a vraiment des codes très, très serrés. Puis de même qu'un bon western, qu'un bon film de samouraï, qu'un bon film d'horreur, au-delà du médium cinématographique, peut être un très bon film de genre. Il y a des films de Noël qui sont exceptionnellement géniaux dans leur façon de jouer avec le mythe. Et en fait, on a des films de Noël qui prennent des codes. D'ailleurs, moi, j'aime d'ailleurs, je veux dire, d'autres films. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter, parce que là, on les a, les homophones, les homonymes, je m'excuse. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter que il y a un personnage qui existe quasi individuellement ou simplement, c'est dans le film de Noël, c'est cette espèce de vieil homme étranger venu de nulle part. J'aime énormément ce symbole-là, j'aime énormément ce personnage-là qu'on retrouve dans d'autres films, mais le Père Noël est probablement, c'est un MacGuffin. Si on peut utiliser ce terme-là, c'est l'homme, je pense beaucoup à Miracle on 34th Street parce qu'on le sait jamais. Si c'est le vrai Père Noël ou non, si il est une espèce de, s'il est, est-ce que cet individu-là, dans le Miracle on 34th Street, est vraiment le Père Noël ou est-ce que parce qu'il épouse complètement les contours du mythe, est-ce qu'il le devient en quelque part? C'est ça la question. C'est ça, puis ce travail-là vers l'identité, vers le double, vers l'esprit d'une période qui peut habiter une personne, je trouve ça vraiment génial, je trouve ça très très beau et on le retrouve énormément dans le cinéma de Noël. Ah, tu vois, papa, c'est très sérieux Noël. Donc, toi, personnellement, je te renvoie la balle. Moi, Jean-Michel, je l'ai réécouté récemment. Okay. Puis j'ai constaté que, selon moi, c'est 2 films. Okay. Mais ils s'écoutent ensemble. Ils sont inséparables parce que ça couvre 1h30. Les films sont très courts. Ah, OK. J'ai réécouté Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Le film en stop motion produit par je me souviens jamais de la compagnie de production, mais ils en ont fait beaucoup à cette époque-là des films. Guro Guri va me castrer si je le dis pas comme il faut. Mais bon, ça va me revenir. Mais
je réécoute le film. Mm-hmm. Bon, somme toute, il jouait à la télé depuis des années. C'est probablement le classique de Noël qui est le plus joué. Mais je réécoute ça avec ma copine très spontanément, avec un regard extérieur, un regard de cinéphile plutôt qu'un regard d'enfant qui regarde un film de Noël. My God, c'est complètement frosté. Mais c'est totalement frosté, cette histoire-là. OK, regarde, Jean-Michel, pour dire ça rapidement. C'est brillant, oui. Bon, on a un reine au nez rouge, OK, qui a ostracisé à cause de son nez rouge. Pourtant, c'est cette capacité-là, justement, qui va faire de lui le sauveur de Noël. Exactement. On a un Père Noël sur le Slim Fast. Oui. Le Père Noël doit faire des efforts incroyables, des efforts herculéens pour redevenir gros à chacun du temps des fêtes. Ouais. On a un abominable homme des neiges, pas abominable pour 2 sous, qui a mal aux dents. Ouais. OK? On a un chercheur d'art canadien. OK? OK, non, mais là, attends, on s'entend comme il faut. Yukon Cornelius. Wow. Qui cherche une mine d'or ou une mine d'argent, mais qui va se rendre compte que toute sa vie, tout ce qu'il a cherché, c'est une mine de Paparman. Ouais. OK? Non, c'est vrai Son traîneau à chien, il n'y a pas un chien. Il n'y a pas un chien il n'y a pas aucun chien de traîneau à chien. Il y a un chihuahua en avant. Ouais. C'est des chiens de différentes espèces. Il y a une île où tous les jouets pétés que personne veut vont vivre complètement. Et sur cette île-là, il y a une poupée totalement correcte qu'on ne sait pas ce qu'elle fait là. Mais là, ton cerveau, il tourne. Tu fais la pauvre petite poupée qui est sur l'île des jouets brisés. Elle a été désacralisée, elle a été violée, on lui a fait du mal, on a déchiré son bras. Qu'est-ce qui se passe? J'adore Noël. Il y a seulement Noël et des films comme ça qui créent des... J'adore ça. Qui règne sur l'île des jouets? Un lion avec des ailes. Ouais. Et il y a, au-delà de tout ça, il y a un elfe. Il y a un elfe homosexuel, à mon avis, drôlement efféminé, qui veut pas faire des jouets, qui veut devenir dentiste. Alors, on fait le lien, on fait le lien. C'est cet elfe-là qui va pouvoir soulager l'abominable homme des neiges. Fait que là, je regardais les symboles qu'il y a dans ce film-là, puis je me rends compte que l'imaginaire esthétique derrière Rudolph the Red-Nosed Reindeer est le même. Les films de Noël qui sont venus après ont beaucoup emprunté à ce film-là. Elf, par exemple, les costumes qui sont dans Elf sont les mêmes. L'histoire de Elf est relativement aussi la même, mais au lieu, on a un gars de 6 pieds 8 qui se prend pour un elfe au lieu d'avoir un jeune lutin homosexuel qui veut devenir dentiste. N'empêche. Et il y a aussi le narrateur qui est de Snowman, qui ouvre le film Elf aussi. C'est un monsieur bourru, c'est lui qui chante la plupart des chansons. C'est un bonhomme de neige complètement bourru qui avec une petite moustache, un petit chapeau qui raconte l'histoire. Un bonhomme de neige avec une moustache. Oui, il y a une moustache puis un petit pinch. Oui, c'est vrai, il est brillant, lui. Je viens d'avoir le flash. Et je soulève la question. J'ai remarqué d'ailleurs que le petit elfe qui veut devenir dentiste n'a pas les oreilles pointues. Donc, ça m'est sauté pour la première fois dans la face. Mais c'est pas un elfe. C'est un imposteur. Oui, c'est un petit garçon, genre, qui s'est perdu dans l'Antarctique. Au pôle Nord. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un petit garçon qui veut être un elfe, qui veut être un dentiste. Oui, exactement. Non, il y a un petit garçon à qui on a imposé d'être un elfe qui est homosexuel. Tout ça, et ça crée un conflit chez lui. Et il veut devenir dentiste. C'est tout ce qui... Mais il peut devenir dentiste. Évidemment, il va se former une amitié entre Rudolph the Red-Nosed Reindeer et ce petit elfe-là qui vont, de par leur particularité, de par leur handicap et leurs défauts, devenir les sauveurs de la période de Noël. En fait... c'est une histoire, c'est une aventure profondément troublante, pleine de rebondissements pendant au moins 1 heure, 45 minutes de pur rebondissement. Ça s'écoute, c'est le Wizard of Oz de Noël. Oui, c'est ça, le Wizard of Oz, c'est creepy. Là. C'est creepy. C'est pas le fun des fois. Lynch l'a prouvé. C'est un film profondément. Il y a des singes avec des ailes. Moi, ça me rassure. Exactement. Mais là-dedans, il y a des jouets pétés. Ouais. Le deuxième. Le deuxième, c'est Charlie Brown Christmas. Ah, OK, ouais. C'est parfait. Moi, je trouve que Charlie Brown Christmas, c'est une œuvre parfaite. Et d'ailleurs, tu parlais de films de Noël qui sont une charge anti-consommation. Oui. Alors, c'est le premier. Charlie Brown est déprimé. D'ailleurs, Charlie Brown, le plus grand maniaco-dépressif de toute l'histoire de la pop culture, est déprimé parce que Noël est devenu trop commercial. Oui. Et ma foi, tout le monde est en train littéralement de l'ostraciser sur la place publique à cause de ça. Hein. Et fort heureusement, pour la seule et unique fois dans son règne de maniaco-dépression, Charlie Brown va avoir 5,2 minutes de sympathie, c'est la magie de Noël, à l'égard de tout le monde, tu comprends? Le petit... Évidemment. Exactement, puis la petite danse de Snoopy. Oui, exactement. Je trouve que ce film-là, il est très court, hein, il est 35 minutes, mais il est parfait. Je le trouve absolument parfait. L'effet que doit faire un film de Noël, c'est-à-dire réchauffer le cœur, c'est précisément ça que Charlie Brown Christmas. Tu regardes les deux, à mon avis, t'as la perfection thématique du temps des fêtes en un. C'est génial. En fait, je voulais en parler, mais j'en parlerai pas parce qu'on aura probablement pas le temps, mais je veux faire un petit
excusez l'expression, shout out à Jingle All the Way de Arnold Schwarzenegger. C'est une excellente idée, man. Juste très rapidement, c'est vrai que ça a l'air d'une œuvre. Bon, on parle des œuvres qui ont été probablement ignorées parce que c'est seulement c'est un film de Noël parmi tant d'autres. Mais en fait, Jingle All the Way, pour moi, de sa charge dans sa consommation. Encore, c'est le film pour moi qui a synthétisé le ridicule d'essayer d'avoir le jouet pour ton enfant et complètement oublier l'esprit de Noël. Bien que ce soit pas un film de Noël pur, c'est un film qui a comme contexte la période du temps des fêtes. Souvent, ces films-là, ils cachent une thématique profonde, secondaire. Oui. Évidemment, nous, on regarde le film, on s'assoit en famille, tout va bien. Le film est fun, mais on regarde le film, puis là, oh non, là, c'est insidieux. Il y a des petits messages là-dedans. Bon, le message semblait évident. Non. Il y a des films que quand on les regarde, il y a des films ça y est, on a perdu la tête, fini. Non, il n'y a pas de problème. Quand on regarde les films à nouveau, on se rend compte d'ailleurs, le dernier film dont je vais parler, je vais violer ton esprit. Ah, merci. Je vais violer l'esprit de tout le monde. J'ai l'intention de le faire. Tu vas me suivre. Tu l'as fait physiquement aussi en même temps. C'était très intéressant. Bon, deuxième volet. Oui, en fait, non, parce que moi, je tu veux encore continuer sur Jingle All the Way? Je m'excuse de t'avoir interrompu. Jingle All the Way, c'était ma notice. Moi, mon film de Noël, par exemple, j'aurais pas à le défendre, mais c'est juste parce qu'il existe et il me hante depuis que j'ai à peu près 7 ans, c'est Scrooged. Ah, Richard Donner, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Je vais juste y aller très rapidement pour on parle de celui avec Bill Murray, dans lequel on relie le mythe du Christmas Carol dans une perspective contemporaine dans le milieu de la télé. En quelque part, c'est littéralement au niveau du thème, c'est le Citizen Kane de Noël, parce que c'est le thème directement de Citizen Kane. Un mania des médias perd son âme. La regagnera-t-il durant le temps des fêtes? Et il y a une fille qui donne des coups de toaster. Il y a un chauffeur de taxi qui ressemble à Tom Waits puis qui fait « Un os Samuel! Un os Samuel! » On peut pas aimer ce film-là. Je vais pas vraiment le défendre. La mort me faisait peur. C'est-à-dire le Noël le fantôme des Noëls du futur. Oui, là. C'est dans l'ascenseur. Les âmes d'année qui sont à l'intérieur du manteau. Il est terrorisant, ce film-là. Je l'adore. Vous connaissez mon affection pour Network, donc j'ai pas le choix d'avoir une affection pour Scrooge. Ah, Scrooge. J'ai envie de le regarder. Quel film splendide. Oui. Ouais, c'est amusant. Oui, j'aime beaucoup. Et Dieu bénit chacun de nous. C'est ces petits garçons qui disent ça à la fin. C'est cute. Bon, on saute tout de suite au deuxième volet. Allons-y. Un film qui a comme contexte la période de Noël, mais qui est pas à proprement parler un film de Noël, mais littéralement sur toutes ses constituantes. On va déroger un peu de notre règle. C'est pas un film qui date de 20 ans, mais c'est un film que très peu de personnes connaissent. On va s'entendre, on est d'accord sur celui-ci. C'est un film qui s'appelle Tokyo Godfathers. C'est un dessin animé japonais de Satoshi Kon, et c'est un très, très grand réalisateur de dessins animés. C'est celui à qui on doit ses sorties très, très récemment. Le film Paprika. Et aussi des œuvres très importantes. Millennium Actress. Et Perfect Blue. Et la série Paranoia Agent. C'est un homme qui, dans les thèmes du cinéma d'animation, parle beaucoup, beaucoup des problèmes de la société japonaise avec énormément de talent et d'intelligence. Or, Tokyo Godfathers fait référence à un film de John Ford des années 40 qui s'appelle Three Godfathers, où 3 individus décident de protéger un enfant durant la période de Noël. On vous résume rapidement le film. Nous vous suggérons fortement d'essayer de trouver une copie de ce film-là. Ah oui, personne n'a vu ce film-là, bordel. Moi, je connais personne qui l'a vu. C'est un film splendide. Moi, je l'ai vu. On suit. Félicitations, Jean-Michel. On parle de 3 itinérants à Tokyo le soir de Noël. Une transsexuelle du nom de Anna, un alcoolique un peu bourru qui fait référence, qui fait hommage au comédien japonais Toshiro Mifune, qui s'appelle Jin, et une jeune fille qui a quitté la maison parce qu'elle a eu des problèmes avec son père policier. Une jeune runaway, ouais. Exactement. Et il trouve un enfant, il trouve littéralement un bébé dans les vidanges le soir de Noël. Et à ce moment-là, nos 3 itinérants décident de rejouer à eux-mêmes la nativité. Ils décident c'est comme si le film nous modernisait les mythes de Noël. Surtout qu'en plus, c'est au Japon. Oui. Et ce que je trouve hallucinant, c'est qu'au Japon, il y a 2% de chrétiens. Exactement. Et on fête Noël. On fête pas Noël, en fait. On fête pas Christmas. On fête le Xmas. C'est-à-dire, on fête Noël, mais la plupart des Japonais savent pas d'où provient la fête. C'est une fête qui est essentiellement, encore plus qu'ici, totalement commerciale là-bas. C'est Coca-Cola là, qui a pris Exactement. la prise. L'imagerie de Noël est très forte là-bas, mais ils en connaissent pas le sens. La plupart des Japonais, en fait, je lisais littéralement hier que les Japonais pensent que c'est la fête de la naissance du Père Noël. Bon, que c'est la fête de Saint-Nicolas. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui me prouve le contraire, je vais croire pareillement. Et Père Noël a marché sur la Lune. Bien avant Tintin. S'il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est lui. Ah oui. Yes. Il a marché sur l'eau aussi.
Il manque jamais sa cible avec un biscuit. Je sais, je l'ai vu. On lui donne des attraits. Ouais, le Père Noël est un super-héros. Donc, le film dont on est en train de vous parler, Tokyo Godfathers, et ce qui est de très étrange, c'est que c'est un drame social très profond, très touchant. Oui. Et le pathos, le drame qu'il y a dans ce film-là est vraiment très, très puissant. On y pleure beaucoup, on y est très touché. Et c'est que nos trois individus doivent protéger ce petit bébé-là, incarnation, en fait, du temps des fêtes du Messie, mais en même temps de la magie de Noël, et vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger de Yakuza qui sont mêlés à cette histoire-là. Les Yakuza qui sont littéralement la représentation à peine déguisée de l'Empire romain. Ils vont essayer de protéger ce bébé-là. Mais le personnage principal de ce film-là, c'est Tokyo. Oui, incroyable. Absolument. C'est un hommage à Tokyo sous la neige durant le temps des fêtes. D'ailleurs, c'est aussi fabuleux parce qu'on dirait qu'il y a 2% de chrétiens qu'on fête Noël là-bas, mais qu'on ne connaît pas trop le sens. Mais il y a aussi une quantité pas si grande que ça d'itinérants à Tokyo. Oui. Il y en a, bien sûr. Mais ce sont des gens qui sont vraiment terriblement désœuvrés à Tokyo parce que c'est une ville extrêmement riche. Donc, nos personnages, comme on le voit, sont là parce que ce sont littéralement des ostracisés. Il y a dans le cas de, il y a un des personnages que c'est littéralement un transsexuel. Donc, il n'a jamais trouvé sa place dans la société. Il fait office d'une Marie assez truculente pour le bébé, hein. Qu'est-ce que j'aime beaucoup par rapport à Tokyo Godfathers aussi, c'est un autre facteur, en fait, ça c'est quelque chose qui va revenir dans mes goûts personnels, mais c'est la volonté de parler des personnes oubliées. Oui. Socialement. Je vais revenir tantôt avec un autre film qui parle de la même thématique, mais on a aussi un sentiment que cet enfant-là, étant la présence physique de Noël, c'est cet enfant-là, et l'outil salvateur pour les personnages. Il n'y a qu'à travers Noël que ces gens-là vont retrouver une parcelle de leur humanité et du respect qui leur est dû. Exactement. Et ça, j'ai adoré ça, et ça part dès le début, le sentiment que les personnages vont être capables de retrouver une partie de leur humanité à travers cet enfant-là. Et à travers la magie de Noël, à travers le sentiment de ce moment-là. Et c'est leur salvation. C'est ça. C'est très, très vrai, mon cher. Enfin, le transsexuel va pouvoir agir comme une mère, comme une femme. La jeune fille voit qu'est-ce que c'est de perdre un enfant, voit qu'est-ce que c'est d'être éloigné des parents. Et l'homme voit en quelque part qu'il a échoué en tant que père et il peut reprendre son coup une deuxième fois. D'ailleurs, le bébé a le même nom que sa fille. Oui, c'est vrai. Donc, c'est la chance pour eux, malgré la pauvreté qu'ils ont, exactement, Jean-Michel, je suis d'accord avec toi, de pouvoir avoir une seconde chance dans le rôle qui leur était donné. C'est merveilleux. C'est encore plus beau que je m'en souviens juste d'en parler. Pour moi, c'est ça, Noël. C'est la seconde chance. C'est la ponctuation dans une existence qui vient une fois par année où on fait bon, si j'ai réussi des bons coups, je vais les célébrer. Et si j'ai échoué à des endroits, bon, j'ai peut-être une chance de m'y reprendre. Particulièrement avec tout ce sentiment-là. Malheureusement, vous voyez, moi, le symptôme de consommation me déplaît. Donc, le symptôme spirituel, le symptôme humaniste qui vient avec Noël me plaît énormément. Ouf! Jean-Michel, t'es mon lutin de Noël préféré. Hey, on va en musique. On a du pain sur la planche pour la seconde tranche, les amis. Restez en onde. On s'en va écouter du merveilleux pianiste Vince Guaraldi. Vince Guaraldi, un des albums de jazz les plus hallucinants de tous les temps, un des albums de Noël les plus hallucinants de tous les temps. Trame sonore de Charlie Brown Christmas. Je voulais savoir si on était capable de faire deviner aux auditeurs, mais après ça, je me suis rendu compte que les auditeurs peuvent pas être en contact avec nous autres, donc ça marche pas tout à fait. On vient de briser le 4e mur. OK, vas-y. Oups. Nous sommes de retour et Francis nous promène surprise. Le 7e Antica vous souhaite joyeux Noël. Donc, on ne badine pas avec Noël, c'est pas des farces. On est en train de parler du cinéma de Noël dans ce que ça a de plus sacré et de plus profond. Et on arrive vraiment au pinacle, au paroxysme de l'émission. Jean-Michel, le plus grand film de Noël qui t'en est passé un et que personne connaît. Mais il a pris le fou rire, mon camarade. Non, on ne badine pas à Noël, on dirait un film de weird de gang française avec Jean Gabin. On ne badine pas avec Noël. Ouais. Donc, yes, mon cher Jim, oui. Selon toi, le plus grand film de Noël, qu'est-ce que c'est? Le plus grand film de Noël? Selon tes... Oui, le plus grand chef-d'œuvre. Non. C'est quoi?
celui auquel on arrivait, là, ce dont tu me parlais aujourd'hui. Moi, j'étais très surpris de ton choix et je trouve ça splendide. En fait, c'est que je me suis décidé à faire mon plus grand film de Noël personnel, c'est Scrooged. Le deuxième, c'était le film de Noël qui inclut Noël, mais qui n'est pas associé comme étant un film de Noël. Tokyo Godfather, sur lequel on s'entend tous les deux. Moi, personnellement, c'est ça. Et aussi un film qui intègre, j'en ai fait 4, en fait, wow. Moi, je veux quand même hommager à un certain point l'œuvre de Martin Scorsese d'une manière ou d'une autre. Le grand Bringing Out the Dead. C'est ça. Pour moi, c'est un film qui se passe dans le contexte de Noël, mais comme j'en ai parlé auparavant, c'est un film qui touche et qui traite plus important. Je trouve ça génial, Jean-Michel, comme idée. C'est les désœuvrés. Oui. C'est ça. Prenez Taxi Driver. Ouais. Et replacez le personnage de Taxi Driver dans une ambulance, donc c'est un sauveur de vie, plutôt que quelqu'un qui tire les gens à bout portant pour faire la justice. C'est quelqu'un qui détient la vie, qui peut littéralement, le jour de Noël, faire le miracle le miracle de redonner la vie, littéralement. Et on a un film de Noël, littéralement, qui se passe dans les bas-fonds de la souffrance. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que tu viens d'écrire, c'est qu'on retrouve quand même assez souvent, on retrouve très peu souvent dans des personnages l'idée de quelqu'un qui peut amener la salvation et qui peut amener l'exaltation de Noël, mais de ma part, je n'ai jamais vu quelqu'un qui en a autant de besoin que Nicolas Cage en Bring Out the Dead. Oui, parce qu'en plus, il est celui qui fait les miracles, mais il y a personne lui-même le jour de Noël pour le réchauffer, pour le prendre dans ses bras. Littéralement comme une figure chrétienne. D'ailleurs, le symbole de la Croix-Rouge devient littéralement le crucifix tout le long du film. Les symboles religieux sont omniprésents. Quand on arrive à la porte, je trouve que quand on arrive à la porte de l'hôpital dans Bringing Out the Dead, on a l'impression que c'est les portes du paradis et que les gens essaient de rentrer, mais ils ne peuvent pas, ils sont pas invités. Il y a une espèce de Saint-Pierre devant la porte, un gardien de sécurité qui est comme, vous rentrez pas ici. Il y a un gros symbole de croix comme c'est l'église. Ouais, comme c'est la salvation. Je le sais pas, j'ai beaucoup de misère à me débarrasser de l'impression que ce film-là, pour moi, va toujours rester un grand Noël. Quel choix phénoménal, Jean-Michel. Tant qu'à parler de Scorsese, éventuellement, on peut pas tout à fait en parler dans l'émission, donc je vais parler de ça. Là. Bring Out the Dead pour moi. Là. Fabuleuse trame sonore aussi. Oui, effectivement. Jean-Michel. Tu sais, il y a des lumières rouges et bleues et blanches tout le long du film. Le thème du blanc et du rouge, qui est évidemment les infirmiers, mais aussi la couleur de l'ambulance, du gyrophare d'ambulance. Oui, puis en même temps, c'est les couleurs de Noël. Ouais, c'est ça. C'est très, très, très approprié. OK, oui, la déchéance humaine dans le film est omniprésente, mais justement, c'est un Noël, comment je pourrais dire... c'est un Noël symbolisé. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup. Wow! Toi, Jean-Michel, merci de m'avoir laissé du lousse parce que j'ai eu une révélation. Une révélation de la plus haute distinction. It came to me in a dream. En travaillant très très fort sur essayer de trouver le film qui est le plus important de toute l'histoire du cinéma de Noël. J'ai peur. Il y a un film qui m'a tombé dans le visage et qui m'a donné son langage secret. Je te niaise pas, Jean-Michel. J'ai tellement peur de qu'est-ce que tu vas dire. Ah non, tu vas être d'accord avec moi. Le plus grand film de Noël. Ah non. À mon avis, un film de Noël, ça se doit d'être une parabole cachée. Subtile, créée de toutes pièces pour convier le sentiment que cette fête est quelque chose d'ancien, d'ancestral, de profond, que Noël existe avant Noël. Évidemment, avant Noël, il y avait le solstice d'hiver, il y avait Yule, il y avait le Yuletide, des fêtes qui datent d'une antiquité éloignée. Donc, je vous résume le film dans la perspective que moi j'en ai lu. Alors, le film dont je viens de parler, dont je vais vous parler, qui est le meilleur film de Noël, Jean-Michel, tu vas être d'accord avec moi. Allons-y. Voilà le sujet. Non. Durant la période du temps des fêtes, un inventeur maladroit matérialiste, mais bien intentionné, décide qu'il doit acheter un cadeau à son fils qui est absolument unique. Malheureusement, l'individu en question, bien intentionné qu'il soit, mais totalement matérialiste, n'ayant pas conservé dans son cœur le sens véritable de ce que c'est le temps des fêtes, ramène à son fils enfermé dans une boîte l'esprit même du temps des fêtes. OK, au moins, c'est pas qu'est-ce que je pensais que t'étais pour dire. On continue. Pas du tout. L'esprit même du temps des fêtes. Et ça fait longtemps que cet esprit-là, dans cette période, dans le 20e siècle, cette période de consommation-là, l'esprit du temps des fêtes est enfermé dans cette boîte depuis très longtemps. Oh non! Elle est libérée pour la première fois. Cet esprit-là des fêtes, cette espèce d'esprit qui est vieux comme le temps, qui représente l'hiver, qui représente la chaleur du temps des fêtes et qui a une série de règles extrêmement sévères à respecter. Ce n'était pas le bon contexte où il fallait libérer l'esprit de Noël. On a perdu le sens de ça. Alors, le jeune adolescent à qui le père a donné cette boîte contenant l'esprit de Noël... ouais. Non. Oui, tout à fait. Tu vois, Jean-Michel, non, c'est pas ça. Ça on y marche vient. Pas. Continue. Le problème, c'est que dans le milieu où on se trouve, le jeune individu travaille dans une banque, c'est un rêveur, c'est un adolescent un peu lunatique. Non, c'est pas ça.
il libère l'esprit de Noël avec les conséquences que ça occasionne, une espèce de boîte de Pandore. Et malheureusement, quand on ne respecte pas les règles de cette fête vieille comme le temps, dans ce qu'elle exige de l'être humain, on déclenche des vieilles forces démoniaques qui viennent du passé le plus reculé de l'humanité, un passé reptilien, où l'homme n'avait pas la protection d'un ange gardien ou de l'esprit du Yule pour le protéger, OK? C'est une espèce de force Lovecraftienne anti-civilisation. Et nos protagonistes devront comprendre le vrai sens de la fête ancienne, le vrai sens du temps des fêtes, pour pouvoir libérer Noël, si vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir enfin comprendre le sens de ce temps des fêtes-là. Donc, quel est le film en question, Jean-Michel? Pardon, je t'ai vraiment perdu sur la fin. J'étais convaincu que t'étais pour dire Texas Chainsaw Massacre. Quel est le film dont je parle? Quel est le plus grand film de Noël? J'ai renvoyé d'un endroit à l'autre. À chaque fois que tu rajoutais quelque chose, j'étais allé de Gremlins à Jumanji. C'est Gremlins. Mais il n'y a pas de scientifique dans Gremlins. J'ai dit un inventeur. Un inventeur. Mais c'est pas un vieux chinois qui est dans la boîte? Le père du personnage principal est un inventeur. C'est un inventeur. Bon, ben, c'est un inventeur. C'est un homme qui invente des objets qui servent à rien et qui fonctionnent pas dans le but de s'enrichir. OK, ben ouais. Donc, j'écoute Gremlins parce que je sais que c'est un film qui se passe durant le temps des fêtes. Et là, ça me tombe dans le visage à quel point c'est le film qui explique le plus c'est quoi Noël sous forme métaphorique, mais sous forme évidente. C'est pas Hellraiser, là. J'étais convaincu que t'étais pour dire Hellraiser ou Wishmaster ou... Je m'explique. Le film est réalisé par Chris Columbus. Oui. Le film a été écrit par Chris Columbus. Oui. Chris Columbus a été impliqué à Christmas with the Cranks. Oui. Jingle All the Way. Home Alone 1 et 2. Et en quelque part, Gremlins 1 et 2 aussi. Okay. Donc, je me rends compte que Chris Columbus est le spécialiste Noël à Hollywood. Il est obsédé, là. Le film est réalisé par Joe Dante. Joe Dante est un réalisateur extrêmement anarchique qui a toujours travaillé dans le milieu hollywoodien, mais qui a toujours fait des films très, très personnels, très déjantrés, très anarchiques, comme The Burbs, comme Les Petits Soldats. Ouais. Qui était aussi une autre attaque sur la consommation. C'est tout le temps des charges anti-consommation. Alors, on y va pour Gremlin, OK? Wow! OK. Jean-Michel, je pense que tu vas aimer ça. Okay? Allons-y. Donc, le mot Mogwai, ça vient de la mythologie. Le personnage principal, la petite créature dans les Gremlins, qui s'appelle Gizmo, c'est un Mogwai. Ouais, c'est une joke. Le mot Mogwai vient de la mythologie chinoise et ça veut dire esprit frappeur. Ah! N'est-ce pas? Le mot Gremlins aussi est un mot qui est une créature mythologique. Elle a été inventée au 20e siècle. Le farfadet. C'est une créature qui sabote les objets mécaniques. D'ailleurs, le personnage de M. Futterman dans le film a connaissance des Gremlins. Là, tu vas me dire, où c'est que tu vas avec ça? C'est quoi français? C'est quoi Noël, les Gremlins? Un cadeau. On y va. Ouais. Non, c'est pas un cadeau. Non, mais Gizmo est un cadeau. Gizmo, c'est Père Noël. Gizmo, c'est Bouddha, littéralement. Oui, ça, je suis d'accord. Je m'explique. Allons-y. Tous les mythes du temps des fêtes, dans le... Essayez d'imaginer que le réalisateur et le scénariste ont channel une histoire de Noël qui prédate Noël, qui vient des temps anciens de l'histoire humaine. Tu sais. Cette période du solstice d'hiver où on doit se retrouver en famille, où on doit se donner des échanges, où on doit se donner des cadeaux, où on doit se réchauffer contre le temps terrible qui s'en vient. Oui. Bon, on y va. Donc, Gizmo, littéralement, il émule du Père Noël. C'est littéralement, il représente le temps des fêtes. Il représente l'esprit du Yuletide. Il est une créature vieille comme le temps. Qui est une créature d'une parfaite plénitude. Ça fait longtemps que Gizmo est dans sa boîte et ça lui dérange pas du tout. Il est en parfaite contemplation, il chante. Gizmo n'a pas besoin de manger. Gizmo n'a pas besoin de boire. Un peu comme non pas Bouddha, mais le Bouddha souriant qu'on voit dans tous les restaurants chinois, dans tous les restaurants asiatiques. Notamment Bouddha. Non, en fait, il y a une méprise par rapport à ce personnage-là. Les gens pensent que c'est Bouddha, mais c'est une des incarnations du Bouddha. C'est Bodai. Ah oui, c'est ça. C'est un moine qui donne des cadeaux aux enfants. Mais Bodai, il est pas mentionné dans Gremlin? Non, pas du tout. Non. Pas à ce que je sache. Confus. Mais en l'occurrence, Jean-Michel, c'est ce Bouddha souriant-là, avec son ventre immense qui représente la plénitude, son sourire, et un peu l'équivalent asiatique du Père Noël. D'ailleurs, Bodai a un baluchon, on le voit toujours toujours sur les sculptures. Il a un baluchon, et à l'intérieur du baluchon, il y a des bonbons pour les enfants, il y a des cadeaux pour les enfants, il y a de la nourriture. Donc, il occupe un peu la même fonction dans le spectre asiatique, n'est-ce pas, dans le monde asiatique, de Santa Claus. He's the Jolly Red Man. Oui. Gizmo représente ça parfaitement de A à Z. Oui, une petite créature pleine de fourrure, chaude, qui a pas besoin de manger, qui a pas besoin de boire, qui chante des espèces de petits mantras méditatifs. Ouais, une créature de pure naïveté et de pure innocence, comme l'enfance.
comme Noël. D'accord. Mais ça fait longtemps qu'on a perdu. Ça fait longtemps qu'on a perdu le sens. Bon, OK, ça vient me frapper. Ça fait longtemps qu'on a perdu le sens de ce que cette fête véritable-là est, parce qu'on a enfermé littéralement Gizmo dans une petite boîte et qu'il n'en sort plus. On a perdu de vue ce qu'était Noël parce que l'esprit de Noël a été enfermé. Ah non. Oh, on vient de le libérer dans une petite ville de banlieue. Oui. On vient de le donner à un adolescent qui travaille dans une banque et qui collectionne des comic books, qui sait pas du tout c'est quoi le sens véritable de Noël. Son père est un inventeur qui invente des cochonneries, des babioles. D'ailleurs, première erreur que le père fait dans Gizmo, dans Gremlins, c'est bel et bien d'appeler l'esprit de Noël Gizmo. Ah oui. Parce qu'un Gizmo, c'est une babiole qui sert à rien. Ah, c'est bon, ça! Tu veux savoir jusqu'à quel point, Jean-Michel, dans Gremlins, on a perdu de vue quelles sont les véritables règles des Noëls anciens du Yuletide? Non. Oui, c'est juste que ça On donne du lait et des biscuits après minuit à Santa Claus. Mais il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Pourquoi? Ben, on vous rappelle que les gremlins, si ils reçoivent de l'eau, ils se multiplient. Oui. Si ils mangent après minuit, ils deviennent des gremlins. Et c'est cette multiplication-là qui, pour moi, est le plus grand indice. Ben oui, tout à fait. Quand on ne respecte pas l'esprit de Noël dans ses règles, eh bien, il y a quelque chose de terrible qui se produit. Reproduction de masse, plus d'identité. On parle évidemment des gremlins. Oui. Les gremlins sont là pour nous représenter dans ce qu'on est devenu à Noël. Des consommateurs, des gens qui détruisent tout sur leur passage, des gens qui courent partout, qui rentrent comme des petites bébites qui crient dans les centres d'achat, qui achètent des cossins, qui veulent des cossins qui servent absolument à rien. Et ils sont là pour nous rappeler que justement, quand on respecte pas Noël, c'est là qu'on va. Puis en plus, c'est génial que ce soit des créatures reptiliennes parce qu'elles font référence à notre passé reptilien. Tu vois, l'hiver s'en vient, il fait froid, on a peur, on devient littéralement, on est des animaux là. Oui. Alors que Gizmo est là pour représenter ce que Noël se doit d'être. La douceur, la chaleur, la simplicité. L'altruisme, exactement. Le plaisir d'être simplement avec l'autre. Alors que les gremlins sont là pour représenter ce que l'on a fait de Noël. On reproduit en masse les choses que l'on consomme. On est monstrueux durant cette période-là. On est avare. On est avare, on est libidineux. On retourne dans... c'est le ça collectif qui prend le dessus. D'ailleurs, on remarquera quand on parle du ça collectif que les gremlins dans le film sont tout le temps en train de dire caca. Ils disent caca tout le temps. C'est une vraie phase anale du ça collectif. Ils sont Gizmo caca, ça c'est caca, ça c'est caca. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font dans le film? Ils attaquent un Père Noël à 22, ils sautent dessus, ils bouffent. Ils tuent une vieille dame, Miss Deagle, qui est l'équivalent de Scrooge dans le village de Gremlins. Ils sabotent absolument tout. Ils font comprendre, non, Noël est cancellé cette année. OK. Si je ne sais pas si tu vas te rendre là, j'en ai aucune idée. Go for it. Ce que je crois... Parce que tu connais bien Gremlins, fait que tu sais où c'est que ça s'en va. La seule phrase que l'on entend Gizmo dire clairement dans tout le film, c'est « Bright lights, bright lights! » Bright lights, exactement. Et qui n'est pas capable de prendre l'énormité des lumières de Noël. Exactement. Il y a trop d'éclairage. C'est comme si tout ce qu'on fait durant le temps des fêtes nuise à l'esprit de Noël que représente Gizmo. J'ai pas besoin de manger comme un cochon, en fait. J'ai pas besoin de manger. J'ai pas besoin de boire. Laissez pas le lait et le biscuit du Père Noël. Le Père Noël n'a pas besoin. Je suis le Père Noël. J'ai pas besoin de manger. En fait, il faut pas que je mange. D'ailleurs, on comprend que si on fait ça après minuit, ben il y a une multiplication des gremlins, on le sait. Alors que techniquement, pour battre les gremlins, pour pouvoir se débarrasser des gremlins, ça prend de la lumière. Or, si tu respectes pas les règles et tu donnes ton biscuit et le lait à Santa Claus, ben là, littéralement, tu viens de libérer des centaines de gremlins pour détruire la nuit. Les démons de Noël. Oui, les Grinch. Oui, ils ressemblent. C'est des petits Grinch. C'est ça leur fonction, c'est de purement et simplement saboter l'esprit de Noël. Mais t'as raison, c'est vrai que Gizmo et détruire. Ouais. Gizmo dit souvent bright lights. Pourquoi? Parce que non, arrêtez avec vos lumières. Mais il ne tolère pas la lumière trop forte. Il n'est pas capable de le supporter. D'ailleurs, Jean-Michel, dans le film, ça occasionne à plusieurs reprises des lectures à second degré. Par exemple, à un moment donné dans le film, Zach met un petit chapeau de Santa Claus sur la tête de Gizmo et il lui met le miroir devant la face. Bon, techniquement, quand il met le miroir, ça fait une réflexion lumineuse, puis Gizmo, ça lui fait mal et il tombe dans les poubelles. Alors moi, je pense pas que c'est la lumière qui a fait ça à Gizmo. C'est le chapeau. Exactement. Je pense que Gizmo s'est vu dans le miroir avec son chapeau du Père Noël. Il fait non,
vous comprenez pas. Et il tombe dans les vidanges. Il tombe dans la poubelle comme un vulgaire déchet, comme un Père Noël ou un cadeau de Noël qui sert à rien, qu'on va jeter puis qu'on va foutre dans les vidanges de toute façon à la fin du temps des fêtes. Dans son unicité, dans son sacré, Gizmo, dans cette façon-là qu'on a d'essayer de le vendre, de le reproduire. D'ailleurs, je ne parlerai même pas de Gremlins 2, parce que si on le fait, ça continue la dialectique qu'on est en train d'aborder. Ça le continue dans la tradition que Rambo continuait le premier, c'est que c'est allé trop loin, maintenant c'est personnel, et là il est fâché. Exactement, c'est littéralement, on est à New York, et c'est littéralement un building qui est l'émule du building de Donald Trump, de Trump Tower, qui se fait détruire. Et New York est le centre névralgique de la consommation de Noël. Totalement. Donc c'est pour ça qu'il est piste. Puis qui veut vraiment foutre le feu à tout. C'est extraordinaire dans le fait aussi que j'aime beaucoup que tu as utilisé le personnage de Gizmo comme la personnification de Noël. Il est l'esprit de Noël, littéralement, selon moi. Et il peut s'en camoufler. On a tellement l'impression de voir Noël qu'il arrive souvent dans le film que des gens le voient juste comme étant c'est un petit toutou de rien. Non. Il est inoffensif. Ne perdez pas de vue que Gizmo, dans Gremlins, n'est pas juste une petite créature cute. C'est ça. Il est une créature profondément intelligente. Spirituelle, éclairée, importante et communicatrice. Et ça le ramène en même temps aussi, la communion qu'il y a avec Zach fait en sorte Zach devient un meilleur être humain. Oui, tout à fait. Parce que Zach, dans le film, ma foi, a aucune conscience de ce que c'est Noël. Lui, il est content de recevoir son cadeau et il reçoit ça comme si c'était un objet. Hein. Lui, Gizmo, c'est une commodité. Il trouve cette petite bête-là cute. Il la trouve charmante. Mais non, ce que tu as libéré est à double tranchant. En ce sens, si tu me permets, Jean-Michel, c'est comme si, d'ailleurs, il y a un personnage féminin, celui de Phoebe Cates dans le film. C'est la jeune femme dont Zach Galligan est profondément amoureux dans le film. Elle ne croit plus à Noël. Est-ce que tu te souviens pourquoi elle croit plus à Noël dans le film, Jean-Michel? Divorce des parents, c'est ça? C'est assez particulier quand ça m'a sauté dans la face. Puis je me suis dit, bon, voilà qui étanche d'emblée l'analyse que j'essaie de développer. Elle ne croit plus à Noël parce que son père s'est déguisé en Père Noël et a essayé de passer par la cheminée et il est mort là. Ah, ok, là, ça a vraiment rien à voir. Il est mort déguisé en Père Noël dans la cheminée. Donc, tu as une espèce d'idée de Noël qui a encore été saboté, de Noël qui est pas fait de la bonne manière, qui en essayant de constamment répéter ces espèces de patterns-là de consommation, d'organisation, on fait exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire durant Noël. D'ailleurs, cette idée moderne qu'on a de Noël n'est pas malheureusement celle que l'on devrait avoir, en ce sens que Noël est une fête qui est très, très, très vieille et une fête qui est pas matérielle. Ouais. C'est une fête qui demande aux esprits humains, aux familles de se retirer avec une espèce de sens du sacré pour combattre le froid qui s'en vient. Du moins, le Yuletide est une fête qui vient littéralement de Scandinavie et elle date de la plus profonde antiquité. En ce sens, génial que les Gremlins soient la petite créature qui est invoquée pour détruire Noël. C'est littéralement des démons, c'est littéralement des farfadets, des gobelins saboteurs. Donc, Jean-Michel, des Grinch. Ça marche absolument, c'est incroyable. D'ailleurs, la mère écoute à un moment donné à la télé, en faisant de la cuisine, It's a Wonderful Life. Oui. Et c'est drôle parce que dans cette même cuisine, quelques minutes plus tard, elle va péter un Gremlins au four micro-ondes. Ouf. Elle va en hacher un menu dans un robot culinaire. Elle va en tuer un à coups de couteau. Fait que le terrain de bataille dans lequel se passera le combat spirituel de Noël, qui est les Gremlins, se passe dans les commodités de la consommation. Oh. D'ailleurs, le combat homérique final se passe dans un magasin genre Canadian Tire. Oui, c'est vrai. Les Gremlins sabotent. C'est ce qu'ils sont capables de faire. Ils prennent les objets qui servent absolument à rien et ils en font des objets de destruction. Mais ils me font quand même énormément penser aux jeunes enfants que l'on associe à ces jeunes enfants-là qui ne sont plus naïfs, mais qui sont juste destructeurs, irresponsables. C'est un des seconds degrés de lecture que j'ai fait avec Gremlins. Je trouve qu'effectivement, Jean-Michel, le Mogwai, Gizmo est là pour représenter la pureté de l'enfance.
et que la pureté de l'enfance passe par une période de mutation à l'adolescence. Et c'est là où ils sont. C'est là qu'ils deviennent les gremlins. Ils deviennent, les bras sont longs, les dents sont tout croches, sont huileux, tu sais, un peu comme nos ados, là. Tu sais, les ados sont légèrement huileux, acnéens, là, n'est-ce pas? Ils me font penser aux gremlins. Ils fument, on vous aime quand même, là. Oh, tout à fait. Non, vous êtes l'avenir de, vous êtes l'avenir de demain. Bon, Anyway, c'est ce que les gremlins sont. Ils représentent un peu l'adolescence qui a abandonné aussi Noël, puis qui est de retour à, littéralement, qui passe sa phase de désabusé, sa phase sarcastique où rien n'a de l'importance et tout se détruit. Ben, ils sont quand même gâchés, pourris gâchés. Gâtés, pourris, excuse-moi. Oui, non, exactement. Ouais. Exactement, parce qu'ils ont tout, hein. Gremlins s'approprient tout, là. Les Gremlins s'approprient tout. Ce que je trouve intéressant aussi, puis ce qui vient étancher d'autant plus cette analyse-là, c'est que l'esprit de Noël va littéralement, un peu comme encore, on en parlait tantôt, comme une nativité inversée, éveiller à l'âge adulte un jeune adolescent qui est resté jeune trop longtemps et redonner le goût au temps des fêtes à une jeune femme qui a abandonné le temps des fêtes parce que son père est mort déguisé en Père Noël dans la cheminée. OK, la quantité de liens métaphoriques à faire avec le sens du temps des fêtes dans Gremlins est immense. D'ailleurs, je vous invite à le faire si vous-même vous aurez la chance et de le constater par vous-même. Faut vraiment, vraiment regarder ça d'une façon... C'est le plus grand film de Noël. C'est le film le plus important symboliquement représentant le temps des fêtes. Bon, ouais. As-tu marqué, Jean-Michel, d'ailleurs, à quel point je suis comme... Je me faisais cette réflexion-là entre Gremlins 1 et Gremlins 2. Quand le Mogwai reçoit de l'eau, évidemment, ou du liquide sur lui, il se réplique, n'est-ce pas? Oui. Il y en a 5. Il y a 4 individus, 4 petits gremlins qui sortent de lui, 4 petits Mogwai. Il y en a 4 au début? Il y en a 4, oui. Il y en a 4 dans le premier et 4 dans le deuxième. Et je remarque finalement que les archétypes de Gizmo qui crachait de lui sont les mêmes. Il y en a toujours un avec une stripe qui représente le chef, le leader guerrier. Il y en a toujours un imbécile. Il y en a toujours un turbulent. T'as la même chose dans le premier et dans le deuxième. C'est comme si de ce symbole-là qu'est Noël peut sortir aussi le pire des êtres humains. Ben, c'est ça. Peut s'extérioriser le pire. Mais c'est pour ça que j'aime énormément ton analyse parce que il y a... en fait, si je me rappelle bien, c'est qu'il y a un sentiment de paix et de communion qui vient de l'intérieur de Gizmo qu'on lit mieux que l'on voit, parce que l'adaptation romanesque expliquait beaucoup mieux cette espèce de sentiment que Gizmo est un grand maître, que c'est un homme qui a vraiment fait la balance des choses. Qui est vieux comme le temps. C'est ça. Ce qui ne faisait pas partie du scénario, ce qui était l'explication du romancier qui a fait l'adaptation, mais qui donnait des bonnes pistes qui permettent juste d'étancher encore plus l'analyse qu'on est en train de faire. Ben, c'est c'est un très, très, très beau rajout, mais en même temps, c'est qu'on a, bon, j'en ai parlé tantôt, on a l'intégration de cette espèce d'ingratitude de Noël. Les Grinch, déjà le symbole qui est par excellence, mais je sais pas, le sentiment que le monde sont en général beaucoup plus mécontents durant cette période-là que contents. Pour 4 personnes qui épuisent et qui détruisent le sentiment de Noël, il y en a un qui sait le vivre correctement. Oui, tout à fait. La proportion est intéressante. Hein? De Gizmo peut se reproduire une quantité hallucinante d'individus qui n'ont que des traits négatifs. Mais Gizmo, c'est dans sa simplicité et son dépouillement, le fait que c'est une créature totalement en autarcie avec lui-même, qui n'a pas besoin de manger, qui n'a pas besoin de boire, qui a besoin de très peu de choses, d'être dans un endroit chaud, de chanter un peu, d'être avec les gens qu'il aime. C'est littéralement ce que Gizmo fait. Hein? Oui. Gizmo a juste envie d'être assis en train d'écouter la télé, en train d'écouter de la musique avec des gens heureux autour de lui. C'est ce que Gizmo veut faire. Je trouve le plus beau symbole qu'il y a avec Gizmo, c'est qu'à un moment donné, ils sont dans un commissariat de police. Oui. Puis Zach essaie d'expliquer aux policiers, vous comprenez pas, la petite bébête que j'ai là, elle s'est reproduite, puis là maintenant c'est des reptiles qui tuent tout le monde. Oui. Et ils ne comprennent pas le message. Mais voyons donc, quand il est sur le crack là, cet enfant-là. Et on voit que Gizmo tient un petit drapeau des États-Unis et qu'il shake agressivement. Et là les policiers sont tellement elle est mignonne cette petite créature toute patriotique, et ils ont pas l'air de comprendre que Gizmo est en train parce que Gizmo peut pas vraiment parler, il n'a pas les cordes vocales pour, n'est-ce pas? Donc Gizmo est en train de leur faire une mise en garde. Si vous continuez comme ça, c'est le pays au complet qui va être envahi.
Vous comprenez pas, là? Il faut pas, là. Vous comprenez pas. Vous devez vite arrêter ça de tout de suite, là. C'est une mise en garde envers les policiers que les États-Unis sont en train d'être envahis, justement, d'un sentiment de Noël qui est pas le bon. Ouais. OK? Mais en même temps, c'est une mise en garde à l'auditeur. Ah. Faites très. Quand il check le drapeau, je trouve que Gizmo est en train d'avertir l'auditeur que, justement, là, cette période-là, c'est pas la période du patriotisme, c'est pas la période de l'exaltation nationale, c'est une période où, justement, nous devrions tous être simplement des êtres humains. Ouais, définitivement, en fait, moi, malheureusement, n'étant pas préparé, j'aurais vraiment aimé ça écouter le film, qu'on puisse partir à 100 000 à l'heure, mais déjà, je suis pas mal convaincu, c'est Gremlin et... Ah, OK, bon. I wouldn't have it any other way. Hein? Non, c'est comme ça que ça se passe. C'est le film de Noël. Et je mets tout le monde au défi de simplement le réécouter. Ne perdez pas de vue que littéralement, Gizmo représente l'esprit de Noël. Il est l'incarnation ancestral du Père Noël de Bodai, et il est probablement vieux de plusieurs millénaires, et il a probablement dans l'esprit humain déclenché des mythes qui sont associés à la période de Noël, et il est dans une boîte de Pandore. Et quand on ouvre la boîte de Pandore de Noël, le cadeau de Noël truqué, il y a, si on n'a pas apprécié le cadeau pour ce qu'il est, il y a des conséquences en dessous. OK, en fait, je vais t'envoyer une question, sais pas. Go! Qu'est-ce que tu es capable de dire, ou en quoi est-ce que la réflexion suivante t'inspire quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on associe Gremlin plus à l'Halloween qu'à Noël? C'est intéressant, ça. Probablement à cause des petites créatures monstrueuses, tu sais. Oui. Oui, vas-y, Excuse-moi, je viens de me rappeler de la couverture, la pochette originale. Oui, c'est une boîte de cadeaux. Oui. Avec deux petites mains qui sortent, oui. Mais dans l'ombre, on voit les yeux d'un gremlin. Ouais. Ouais, excuse-moi, ça vient de me frapper. Je comprends pas pourquoi Gremlin, on le passe à l'Halloween, normalement, au lieu de le passer à Noël. Parce que c'est une espèce de petit film de monstre. Tu sais, c'est une espèce de film d'horreur doublé d'une espèce de comédie noire. Mais non. Gremlin 1 et Gremlin 2, ce sont des films profonds et chargés de sens quand on les écoute. On peut les écouter, on s'assoit, on regarde ça, des petites créatures. Non. Ce qui fait un bon film de Noël aussi. Non, il y a des archétypes légendaires imprégnés dans l'esprit humain que Joe Dante et Chris Columbus ont simplement craché sur pellicule sans s'en rendre compte. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement joué avec des archétypes sans s'en rendre compte. Ces archétypes sont très anciens. Sans s'en rendre compte, je sais pas, parce que Chris Columbus a fait du film de Noël sans maudit bon sens. C'est lui, d'ailleurs, qui a travaillé sur Jingle All the Way, dont on parlait, un autre film de Noël anti-consommation, absolument génial. Wow! Mais n'est-ce pas? Ouais, mais absolument. Évidemment, le deuxième, ça fonctionne aussi, parce que ça se passe littéralement dans un édifice qui est littéralement rendu un grand centre d'achat, symbole de la commercialité, symbole de la consommation, et les gremlins vont littéralement détruire la place. C'est incroyable. Mais c'est, en fait, le message qui est porté par Gremlin nous amène à, non seulement, c'est là où est-ce qu'on peut dire que c'est probablement le film le plus important, c'est qu'il nous oblige à défaire toutes les idoles qu'il y a autour de Noël. Exactement. Il faut être capable d'épurer et de juste l'apprécier. Ouais, littéralement. Si tu vois le Bouddha, tue-le. Car tu ne comprendras pas le sens de Bouddha. Nous devons tuer Santa Claus. Ouais. Nous devons tuer le Père Noël symboliquement, car ce n'est pas lui qui nous apportera le véritable temps des fêtes. Dans cette espèce de façon-là de renchérir avec le mythe d'un homme qui arrive chez vous et qui donne des cadeaux, on fait une très mauvaise chose à bien des égards. On fait une belle chose, c'est un beau mythe. J'aime ça, le Père Noël. Je l'aime, moi, le Père Noël, mais on fait une mauvaise chose aussi. Parce que on contrôle et on gère le comportement de nos enfants. C'est un bonhomme 7 heures positif. En fait, positif ou négatif, il faut, on va se rappeler Calvin and Hobbes avec les réflexions métaphysiques qui viennent avec le concept du « il sait si t'as été bon ou t'as été mauvais ». Et ça, c'est terrible, parce que si ça arrive à un enfant, je suis persuadé que des parents d'une immense cruauté en ce bas monde qui l'ont fait à leur enfant, t'auras pas de cadeau parce que t'as pas été gentil. Le Père Noël vient pas te donner des cadeaux. Est-ce que tu imagines le drame et la douleur que ça doit représenter pour le cœur d'un enfant? Exactement. Et tout Gremlin est une mise Exactement. en... Gizmo,
le mogwai, l'esprit frappeur vieux comme le temps qui vient de l'Antiquité, représente ce qu'on appelle en anglais un cautionary tale. C'est une histoire qui est une mise en garde contre le danger de. Gizmo représente la beauté des Noëls anciens qui a été pervertie par la négligence de la consommation. Et Gizmo représente ce que Noël devrait être. Les Gremlins représentent ce que Noël est devenu. C'est incroyable. Et là, je suis pris dans le plus important dilemme par rapport à cette fête de mon existence. J'ai plus que jamais le goût de la fêter et là, je n'ai plus le goût de la fêter en même temps. Il y a vraiment quelque chose de, OK, soyons solennels, soyons bouddhiques par rapport à la chose. Alors, le gospel, l'évangile selon Gizmo, qui est d'ailleurs un nom, je dis à tous sur les ondes, qui c'est un nom qui est important. Jean-Michel a travaillé dans un camp de jour pendant des années, ça a été son nom de moniteur. L'évangile selon Gizmo nous dit cette chose. Dépouillez Noël. Faites-le dans la simplicité. Oubliez les cadeaux. Achetez rien. Faites-le simplement autour d'une table avec des gens que vous aimez, bien au chaud. Bien au chaud. C'est une très belle fin à une très belle émission. Merci, chers auditeurs. Merci, Francis. On vous souhaite une excellente temps des fêtes et une bonne année. C'est notre dernière émission. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'émission avec toi, Jean-Michel. Pareillement. Cette collaboration est fructueuse. Est-ce que tu m'invites à retourner l'année prochaine? Je n'ai pas à t'inviter. Cette place est assurée. Absolument. Je crois même que les auditeurs en seraient... Non, tu dois revenir. Il n'y a pas... De quoi parle-t-on l'année prochaine? En fait, 2-3 films que tu voulais discuter. Je pense qu'on peut vous donner peut-être un preview. Nous parlerons de Zatoichi. Du mythe de Zatoichi. Nous parlerons de Godzilla. Le film de 54, Gojira. Nous parlerons du film de Freakin'. Oui, en fait, j'ai retourné assez souvent. Je veux parler de Cruising. Nous parlerons du genre cinématographique du Rape and Revenge. Oui. Discuter la science-fiction, The Parallax View de Alan J. Pakula. Ma foi, on a du pain sur la planche. Oui, on en a Jean-Michel, toujours. Oui. D'ici l'année prochaine, passe un très beau temps des fêtes. Pareillement, Francis. Je te souhaite le meilleur. Je nous souhaite que l'on le passe ensemble dans cette paix Noël épurée et joyeuse. Et à vous de même. On va terminer ça avec Linus and Lucy que j'avais promis et que je n'ai pas été capable de livrer. Donc maintenant je le livre. Non, je le livre pas. Je suis vraiment en forme. Bon. Bonne fin d'émission. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde.